Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours Chimie 5062. Capsule un peu spéciale aujourd'hui, c'est votre dernière capsule résumée dans le cadre de votre cours de chimie de 5e secondaire. J'ai bien dit capsule résumée parce qu'il y aura deux capsules qui suivent que je vous invite fortement à consulter où je vais faire des exemples de calcul. En fait, il y a beaucoup de stock dans le chapitre 8. Je ne veux pas que la capsule soit trop longue. Donc, j'ai fait deux capsules de calcul où je vais faire vraiment la mathématisation de la chose. Donc, aujourd'hui, on va juste voir l'aspect théorique du chapitre 8 et dans les deux autres capsules, on va voir les calculs. Donc, capsule résumée aujourd'hui sur le chapitre 8, l'étude quantitative à l'état d'équilibre. Donc, d'abord, commençons par quelque chose que vous connaissez déjà, parce que vous l'avez vu dans votre dernier chapitre. Donc, le principe de Le Chatelier, où on dit que si on modifie un système à l'équilibre, le système réagit de façon à s'opposer en partie au changement qu'on lui impose jusqu'à ce qu'il atteigne un nouvel équilibre. Donc, ici, il y a trois éléments importants. On parle de concentration, température et pression. Hein. Vous vous souvenez, c'est les endroits où est-ce qu'on utilisait avec des petites flèches le principe de Le Chatelier. Eh bien, ce qu'on va voir ici, c'est vraiment la mathématisation de la chose. Donc, on va voir vraiment comment introduire ça dans une formule. Donc, ici, ce que je sais, c'est que les concentrations sont constantes dans un système à l'équilibre à une température et à une pression donnée. Si les concentrations sont constantes, ça veut dire que je peux faire un rapport avec ces concentrations-là. Et donc, si je fais les concentrations des produits sur les concentrations des réactifs, je devrais toujours obtenir la même valeur. Et c'est ce qu'on va appeler la constante d'équilibre. Donc, donnons un exemple. Si on a dans le fond, une formule chimique, et ici, on a la formule de Kc qui lui est liée. Donc, la concentration de C à la C, donc le C étant le petit coefficient qui était devant le C, multiplié par la concentration de D à la D. Donc, j'ai mis mes produits en haut et je vais mettre mes réactifs en bas de la même façon. L'autre chose qui est importante de comprendre, c'est que la simple valeur de notre Kc va nous donner une idée du système qu'on a devant les yeux. Je m'explique. Sa valeur, si elle est élevée ou faible, va nous donner une idée de est-ce qu'on a plus de réactifs ou plus de produits. Donc, si j'ai quelque chose de très petit divisé par quelque chose de très gros, autrement dit, si j'ai beaucoup de réactifs et très peu de produits, eh bien, ça va nous donner un Kc qui va être plus petit que 1, qui va être très faible. Ici, quand je parle très faible, ça peut être très faible. Autrement dit, ça peut être inscrit par une notation scientifique parce que trop faible pourrait être écrit avec un nombre de zéros. Donc, ne vous surprenez pas, des fois, les Kc vont avoir des allures un peu étranges. Si j'ai à peu près la même quantité, donc autrement dit, si j'ai à peu près autant de réactifs que de produits, à ce moment-là, je peux avoir un Kc qui est à peu près égal à 1, parce que quelque chose divisé par lui-même va donner à peu près 1. Et si j'ai beaucoup de produits et très peu de réactifs, donc si j'ai un très gros numérateur et un très petit dénominateur, ben ça peut donner quelque chose de très gros. Et encore une fois, je peux aller dans les notations scientifiques parce que je peux avoir quelque chose de très gros. Évidemment, le Kc est lié, comme je l'ai dit tantôt, à la température. Donc, la température peut faire varier la valeur de mon Kc. Eh bien, si j'ai une variation, là j'ai parlé de température, mais je peux parler de pression aussi. Donc, si j'ai une variation de mon système qui favorise la production de produits, donc la création de produits, ben, je sais que ça va augmenter ma quantité de produits, diminuer ma quantité de réactifs. Donc, je devrais pouvoir en déduire que mon Kc va augmenter. Bon, prenons un exemple un peu différent. Donc ici, j'ai sursaturé une solution avec un solide. Autrement dit, j'ai mis un solide, j'ai brassé, tout ce qui a pu se dissoudre s'est dissous et il me reste un solide dans le fond. Un peu à l'idée d'un chocolat chaud où est-ce qu'on a mis trop de poudre de chocolat. Donc ici, on va avoir la formule que vous voyez, où est-ce que je vais avoir justement la création de mes ions, hein, donc mon solide qui devient des ions. Et je vais avoir un KPS. Mon KPS ici, j'ai juste pris mes produits. Pourquoi j'ai juste pris mes produits? Parce que parler d'une concentration d'un solide, ça ne fait pas de sens. C'est comme parler de la concentration d'un liquide, ça ne fait pas de sens. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui est aqueux ou gazeux. Donc, ici, ce qui est aqueux. Donc, quand j'ai introduit tout ça dans mon calcul, ça me donne cette formule-là. Ce que je remarque, c'est que c'est la même formule que j'utilisais au niveau de mon Kc. Hein?
Donc, il ne faut pas voir une différence entre les deux, c'est juste une variante de la constante d'équilibre. Donc, c'est les produits sur les réactifs, seulement mes réactifs ici étant solides, je ne les indique pas. Mais c'est la même formule. Donc, vous ne voyez pas une différence entre les deux, c'est le même principe. Si je regarde au niveau de mon acide, donc si je mets un acide dans ma solution, eh bien, mes acides fibres, comme on l'avait vu en sciences physiques de 4e secondaire, donc en sciences techno de 4e secondaire, ce que vous voyez, c'est que ma molécule ne se défera pas complètement. Donc, je vais avoir encore du HA, puis je vais avoir du H+, et du A-. Donc, je vais avoir vraiment tout ça dans ma solution. Donc, si je veux calculer mon Ka, encore une fois, vous devez le voir seulement comme une variante de la constante d'équilibre. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, à ce moment-là, je vais avoir mon Ka qui va être égal à ma concentration des ions H+, donc mes produits, donc H+, et A-, sur mes réactifs, qui est ici HA. Et c'est ce qui va me donner ma constante d'acidité. Évidemment, vous doutez que pour ma base, c'est le même principe. Ici, je vais utiliser exactement le même type de formule pour mon Kb, à la différence près que vous avez remarqué que je n'ai pas introduit ma molécule d'eau. Pourquoi? Parce qu'elle est liquide. Donc, on n'utilise pas de liquide ou de solide. Donc, j'ai juste utilisé mes substances aqueuses pour calculer mes concentrations. Je vous rappelle deux petits éléments. Donc, comment passer de pH à ma concentration d'ion H+. Je sais que mon pH est égal à moins log de ma concentration d'ion H+, et donc que mes ions H+, sont égales à 10 à la moins pH. Je vous rappelle aussi que théoriquement, 7 c'est neutre, plus petit que 7 c'est acide, plus grand que 7 c'est basique. Ça, vous l'avez vu en 4e secondaire. Et maintenant, avec les nouveaux concepts qu'on a vus dans le cadre du chapitre 8, on a vu que Bronsted-Lowry, je m'excuse pour la prononciation des noms, mais Bronsted-Lowry ont établi des nouvelles définitions pour les acides et les bases. Pourquoi ils ont fait ça? C'est qu'on voyait qu'il y avait des bases qui ne correspondaient pas aux définitions telles qu'on les avait faites dans le cadre du cours de 4e secondaire. On va en avoir une d'ailleurs, on va voir un exemple un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc, Bronsted-Lowry évalue qu'un acide, c'est une substance capable de donner un ou plusieurs protons, donc des ions H+, à une autre substance, alors qu'une base, c'est une substance capable de capter un ou plusieurs protons, ions H+, à une autre substance. Si on se donne un exemple de tout ça, donc, si j'ai du HNO3, on avait vu en 4e secondaire, on avait simplifié tout ça en disant j'ai du HNO3, ça commence par H, c'est un acide. Ici, on va aller un petit peu plus loin que ça. Ici, ce que je vois, c'est que mon HNO3 a cédé un ion H+ à la molécule d'eau pour devenir mon NO3. Donc, à ce moment-là, mon acide, c'est la substance qui a donné mon ion H+, donc le HNO3. Ma base, c'est la substance qui a acquise l'ion H+, ce qui fait que, étrangement, l'eau, dans ce cas-ci, est une base. Parce qu'elle a acquis l'ion H+. Et ça, c'est pour la réaction directe. Maintenant, si on regarde la réaction inverse, parce qu'on a vu par la double flèche que mon système était à l'équilibre, on sait que le H3O+, est une substance capable de céder son proton à l'ion NO3-. Donc, c'est considéré comme un acide. On l'appelle l'acide conjugué. Et évidemment, le NO3- va absorber l'ion H+ dans ma réaction inverse. On considère donc que c'est une base conjuguée. Nouvelle réaction, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai une molécule NH3, qui est de l'ammoniac, qui réagit avec de l'eau et qui donne un ion NH4+, et un ion OH-. Le NH3, dis-je, va donc absorber un ion H+, pour devenir du NH4+. S'il absorbe un ion H+, ou si vous préférez, s'il capte un ion H+, on considère que c'est une base. Au niveau de ma molécule d'eau, dans ce cas-ci, c'est elle qui a cédé, qui a donné son ion H+, donc il est considéré comme un acide. Et donc, le NH4+, ayant absorbé l'ion H+, devient mon acide conjugué, et le OH-, ma base conjuguée. Ce qui est particulier, c'est qu'on a vu que la molécule d'eau était dans un cas
un acide et dans un cas, une base. Donc, dans le premier cas, avec le HNO3, c'est une base et après, avec le NH3, il est devenu un acide. Donc, on considère que c'est une substance qui peut être un acide et une base à la fois, tout dépendamment avec qui il est. Eh bien, ce type de substance a un nom. Donc, on appelle ça une substance amphotère. Donc, c'est une substance qui peut jouer à la fois le rôle d'acide et le rôle de base. Dernière variante importante de la constante d'équilibre, et c'est vraiment important de bien la comprendre celle-là, donc c'est ce qu'on appelle la constante de l'eau. On sait que l'eau va se dissocier en ion H+, et en ion OH-. Évidemment, ce n'est pas des très grandes quantités, mais c'est des quantités quand même non négligeables. Donc, à ce moment-là, je vais avoir des ions H+, et des ions OH- qui vont être formés. Donc, je vais être capable d'utiliser une constante comme on l'a vu. Donc, le même genre de calcul qu'on faisait. Donc, la concentration d'ion H+, multipliée par la concentration d'ion OH- va nous donner notre constante de l'eau. Et à 25 degrés Celsius, cette constante de l'eau-là est toujours égale à 10 à la moins 14. Pourquoi cette formule-là est importante? Eh bien, c'est parce qu'elle nous permet, avec une concentration d'ion OH-, de déduire notre concentration d'ion H+. Et si on est capable de déduire la concentration d'ion H+, on est capable de déduire le pH. Donc, quand on va avoir une base où on va être capable de déduire la concentration d'ion OH-, automatiquement, je vais être capable d'aller chercher le pH ou le contraire. Donc, si j'ai le pH d'une base, je vais être capable de déduire la concentration d'ion OH- très facilement à cause de ce calcul-là, donc de cette constante-là, qui est vraiment très importante. Eh bien, c'est ce qui met fin à cette dernière capsule résumée dans le cadre du cours Chimie 5062. J'espère que l'ensemble de ces capsules vous ont plu. J'en profite malgré le fait que je vous rappelle qu'il y a 2 vidéos qui suivent, qui sont des exemples de calcul, où on va vraiment procéder à la mathématisation de l'ensemble des notions qu'on a vues aujourd'hui. Mais comme c'est la dernière capsule résumée, j'en profite pour vous souhaiter le meilleur des succès dans vos examens théoriques et dans vos examens pratiques. Et je vous souhaite le meilleur du succès dans ce que vous allez entreprendre par la suite. Eh bien, sur ce, je vous dis, vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.